Parfait. Donc, ma présentation est en anglais, donc ceux qui sont plus anglophones, vous allez pouvoir suivre à l'écrit. Si vous voulez que je répète une certaine partie en anglais, il n'y a aucun problème, mais je vais faire la présentation en français. Je dois vous dire que la majorité de la présentation provient d'une de mes collègues du CRU qui travaille maintenant avec une autre compagnie, Isabelle Desloges. Elle avait fait un travail remarquable dans une conférence à Halifax l'été dernier de présenter à des infirmières c'est quoi exactement les essais cliniques qu'on fait ici au neuro pour les tumeurs cérébrales. Donc, j'ai réutilisé une grosse partie de ces diapos. Donc, les objectifs de la présentation aujourd'hui, ça va être de vous présenter c'est quoi le processus de recherche clinique, plus précisément les essais cliniques. Je vais aussi vous parler de certains essais cliniques qui sont offerts ici au neuro et certains autres essais cliniques qui existent mais qui ne sont pas nécessairement ici. Et aussi de voir c'est quoi les bénéfices de travailler en interdisciplinarité quand on a une approche d'essais cliniques qui est intégrée aux autres disciplines. Brièvement, le neuro a été fondé ici en 1934 par Dr. Penfield. Puis c'est un des plus grands centres spécialisés en recherche de neurosciences au Canada. On est affilié avec l'Université McGill. D'ailleurs, l'unité de recherche clinique que je gère fait partie de la faculté de médecine de l'Université McGill. Et on essaie le plus possible d'être intégré de façon intégrale dans les soins aux patients, que ce soit de la recherche ou au niveau clinique. Je vous présente brièvement l'unité de recherche clinique. On est une unité d'environ 40 employés, tous à temps complet. On a des infirmières qui sont spécialisées en recherche, des coordonnateurs de recherche clinique. On a une équipe de laboratoire dédiée pour manipuler les échantillons qui sont collectés à partir des essais cliniques. On a plus de 100 essais cliniques actifs. On couvre vraiment tout en neurosciences. Donc, que ce soit des tumeurs cérébrales, ça fait partie d'une de nos divisions spécialisées à l'intérieur du CRU. Mais on va couvrir aussi la sclérose latérale amyotrophique, sclérose en plaques, démence. Et on va bientôt commencer les essais cliniques pour l'autisme. Ça a changé depuis un an. Ça dit 30 employés. On est déjà rendu à 40. Ça va très vite. Ici, Isabelle nous résumait un peu c'est quoi le parcours des tumeurs cérébrales, plus spécifiquement des glioblastomes multiformes. En résumant un peu, c'est quoi ces tumeurs-là, c'est quoi la population qu'on retrouve. J'aimerais qu'on retienne qu'il y a beaucoup de types de tumeurs. C'est très hétérogène. On va en parler un peu plus tard et je vais faire le lien avec les essais cliniques. Il y a différents types de cellules, il y a différents types de biomarqueurs qui vont caractériser les tumeurs. Et ça va s'infiltrer dans les tissus qui sont aux alentours de la tumeur. Donc, ça va aller à l'intérieur du tissu sain. Il y a différents critères qui existent au niveau de l'Organisation mondiale de la santé pour classifier les tumeurs cérébrales. Une nouvelle version en 2016 de leur guide de classification des tumeurs inclut vraiment différents biomarqueurs pour différencier les types de tumeurs. Et les types de marqueurs influencent vraiment le pronostic parce que certains biomarqueurs vont avoir des rôles différents. Donc, il y en a certains qui sont listés ici. Il y en a qui vont avoir un impact sur la réponse à la chimiothérapie, certains un impact au niveau de la réponse des différents traitements. Il y en a qui vont affecter la capacité de la cellule à se guérir elle-même ou à se détruire elle-même si jamais il y a un problème avec la cellule, ou à réguler aussi l'ADN. Tantôt, on a vu un peu le roadmap, le care map. On le reprend ici pour démontrer qu'il y a différentes grandes étapes dans le traitement des tumeurs cérébrales. Et à travers tout ça, il y a aussi les essais cliniques qui vont venir s'imbriquer dans tout ce parcours-là du patient. Le standard de soins présentement, c'est le protocole STOOP, qui inclut de la radiothérapie et de la chimiothérapie suite à une résection. Dans la majeure partie là, des cas, il y a une résection chirurgicale de la tumeur et s'ensuit les traitements. La plupart des essais cliniques dont je vais vous parler sont soit concomitants avec ce traitement-là, si c'est un premier traitement pour une nouvelle tumeur, ou ça va être des traitements qui vont être en deuxième, troisième ligne, donc après qu'on a eu le standard de traitement.
Une fois qu'il y a eu le standard de traitement, il y a un suivi qui va se faire. Et s'il n'y a pas eu d'essai clinique à ce moment-là, il va y avoir quand même un suivi qui va se faire pour voir si la personne devient éligible pour d'autres essais cliniques. Donc, encore là, même s'il y a seulement le standard de traitement qui a été approché comme traitement chez la personne, il peut y avoir d'autres traitements qui vont venir en bout de ligne un peu plus tard. Ici, vous avez un résumé de qu'est-ce qu'on retrouve dans la littérature au niveau du standard de traitement. Du début jusqu'à la fin, le STOOP, c'est environ 9 mois. Et la progression sans progression, la survie sans progression suite au STOOP est d'environ 6 mois. Puis la survie en général est de 15 mois suivant les traitements. Comme on sait qu'il y a moins de 30% des patients qui vont survivre passé un délai de 2 ans et que dans certains cas, il y a beaucoup de diminution de la qualité de vie, qu'il y a beaucoup de charges sur les proches aidants aussi, ça devient important d'avoir une approche vers d'autres traitements pour essayer de mieux prendre en charge cette maladie-là. Donc, viennent les essais cliniques pour essayer de trouver des nouveaux traitements pour améliorer la qualité de vie et augmenter la survie de ces patients-là. C'est quoi un essai clinique? Dans le fond, on vient vraiment essayer une drogue ou un traitement qui est expérimental. On ne parlera pas seulement de médicaments ici. On pense souvent en termes d'essais cliniques que c'est automatiquement avec un médicament, que ce soit par la bouche, intraveineux ou autre, mais il y a aussi des outils ou des instruments qu'on peut utiliser dans les essais cliniques. Les patients vont recevoir soit le médicament ou le traitement sous une supervision médicale, puis il va y avoir des visites qui sont dédiées seulement pour l'étude. Il y a un protocole qui est très strict, qui va être mis de l'avant quand l'essai clinique est approuvé pour être fait auprès des patients. Et il va y avoir des visites qui sont dédiées que pour la recherche. Il y a différents types, différentes phases d'essais cliniques aussi. Ils sont divisés de phase 1 à phase 4. Pour vous démontrer c'est quoi les 4 grandes phases d'essais cliniques, je vais vous montrer une page du site Internet du CRU. On a essayé de faire notre site Internet pour que ce soit convivial pour les patients aussi. Donc, si jamais il y a des proches aidants ou des patients qui aimeraient consulter le site Internet pour en savoir plus sur les essais cliniques, il y a de l'information qui est là. Donc, dans le fond, un essai clinique de phase 1, c'est vraiment testé sur un petit groupe de patients, un petit groupe de personnes. On veut en évaluer l'innocuité, donc on veut voir si c'est sécuritaire, on veut voir c'est quoi les dosages qui sont tolérables. On n'est même pas en train de regarder s'il y a une efficacité comme telle pour le traitement. Dans certains essais cliniques, les participants vont être sains, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas porteurs de maladie. Dans la plupart des essais cliniques qu'on fait en neurosciences, par exemple, comme on sait que c'est des maladies qui sont souvent dégénératives, des maladies graves, souvent on va débuter auprès des patients tout de suite, plutôt que d'aller vers des volontaires sains. Phase 2, c'est vraiment là qu'on va regarder l'efficacité d'un traitement, puis on va regarder pour un plus grand nombre de patients. Souvent, ça va être randomisé et à l'aveugle pour vraiment, au niveau statistique, établir une efficacité entre 2 groupes, donc ceux qui vont recevoir le placebo et ceux qui vont recevoir le traitement à l'étude. Et au niveau de la phase 3, c'est là qu'on va aller regarder un plus grand nombre de patients. On veut vraiment qu'au point de vue statistique, il y ait des preuves irréfutables de voir si le traitement est efficace ou non. Les phases 4, traditionnellement, c'est suite à la mise en marché du médicament. Les compagnies vont continuer de suivre, ils vont continuer de faire des essais cliniques de phase 4 pour aller chercher encore plus de données. Il y a peut-être des effets secondaires qu'on n'avait pas vus dans les essais de phase 1 à 3, mais là, maintenant qu'on a un plus grand nombre, un plus grand bassin de patients, on peut aller chercher des effets secondaires, on peut aller chercher un peu plus d'informations. Il y a des bénéfices et il y a des avantages à faire partie des essais cliniques. On va commencer par les bénéfices. Au point de vue des essais cliniques en tumeur cérébrale, il y a des visites beaucoup plus fréquentes avec un médecin. Il y a des visites beaucoup plus fréquentes avec des professionnels de la santé. Donc, souvent, il va y avoir des tests supplémentaires qui vont être faits pendant les visites qui ne font pas partie de ce qu'on appelle le standard of care.
Ça pourrait être soit des examens radiologiques comme une résonance magnétique, comme ça peut être des examens physiques ou juste de réviser c'est quoi les symptômes que la personne a. Donc, il y a un suivi un peu plus serré et peu importe ce qui va être discuté dans la visite, que ce soit directement en lien avec l'essai clinique ou non, il y a un contact avec le professionnel de la santé. La première personne qui est normalement en contact avec les participants dans une étude clinique, ça va être le coordonnateur de recherche clinique. Et cette personne-là est typiquement disponible là, du lundi au vendredi, pendant toute la journée, des fois même en urgence, s'il y arrivait quelque chose. Donc, il y a cette personne-là au bout du fil. Bien évidemment, si c'est un traitement qui éventuellement va être prouvé comme étant efficace, de faire partie de l'essai clinique, ça peut être un avantage d'avoir accès à un traitement qui n'est pas encore commercialisé. Ça peut donner aussi de l'accès à un certain type de médicaments qui pourrait être sinon non couvert par un régime d'assurance, donc pas d'accès à un certain type de médicaments. Souvent, c'est quand on vient comparer deux traitements ensemble, il y a un traitement qui n'est pas encore couvert par les assurances ou qui est pas accessible à tout le monde, mais ça fait partie du protocole, donc les gens peuvent y avoir accès à partir de l'essai clinique. C'est aussi d'améliorer le futur en essayant de trouver des nouveaux traitements pour les personnes qui pourraient être diagnostiquées éventuellement. Certaines études aussi ont démontré que les patients qui sont enrôlés dans un essai clinique ont une meilleure survie à long terme avec moins de morbidité, donc moins d'effets secondaires ou moins de symptômes. Avec tout ce que je viens d'expliquer, on peut penser puis faire des hypothèses par rapport à ça. Si on a plus de visites médicales, si on est plus souvent en contact avec des professionnels de la santé, c'est possible qu'on attrape des symptômes un peu plus tôt. C'est possible qu'on remarque une progression de la maladie un petit peu plus tôt, qu'on intervienne un peu plus tôt. Donc, à partir de là, c'est certain que la mortalité puis la morbidité peuvent être réduites. Au niveau des désavantages, on ne se le cachera pas, dans la plupart des cas, c'est une drogue expérimentale. Des fois, c'est la première fois que cette drogue-là est donnée chez l'humain. Des fois, ça se peut que ça soit la première fois qu'on donne la drogue, mais pour cette nouvelle indication-là. Elle existait pour un autre problème de santé, maintenant on le laissait dans un nouveau contexte. Le traitement pourrait ne pas fonctionner ou avoir des effets secondaires qui sont vraiment majeurs. Et il y a toujours l'incertitude de savoir si la personne est dans le groupe placebo ou dans le groupe traitement. Donc, comme c'est randomisé et à l'aveugle pour la plupart des essais cliniques, il y a cette incertitude-là. Donc, c'est quoi les défis pour les nouvelles thérapies pour le glioblastome? Les glioblastomes ont une nature très hétérogène. Donc, c'est pas pareil d'un cas à l'autre. Il y a aussi une barrière entre la circulation sanguine et le cerveau. Donc, ça peut être difficile dans certains cas d'amener des molécules qui sont trop grosses, donc des médicaments dont la grosseur moléculaire est trop grosse pour passer à travers cette barrière-là. Donc, c'est difficile d'amener le traitement vers sa cible. Et il y a aussi l'infiltration des cellules cancéreuses dans le tissu sain. Donc, à ce moment-là, oui, il peut y avoir une approche chirurgicale, mais quand c'est très diffus ou quand c'est alentour d'une tumeur qui est beaucoup plus circonscrite, il peut y avoir encore des cellules cancéreuses qui sont présentes, ce qui fait en sorte que la maladie peut continuer de progresser. Donc, c'est quoi les différentes avenues qui existent en essai clinique pour les glioblastomes? On pourrait classifier les traitements en trois grandes catégories. Il y a les chimiothérapies, les immunothérapies, et ensuite de ça, il y aurait les thérapies biologiques ou les instruments, les appareils. En termes de chimiothérapie, c'est un essai clinique qu'on a fait au CRU avec l'eflornithine. C'est des molécules qui vont aller vraiment s'attaquer à des cibles précises et on va utiliser certains biomarqueurs pour aller cibler certains types de populations, certains types de tumeurs. Des fois, les produits qui vont être utilisés ou les molécules qui vont être produites pour un nouveau traitement arrivent d'un autre type d'utilisation dont on ne voit pas le lien. Dans ce cas-ci, l'eflornithine, c'est aussi utilisé en crème pour diminuer la progression et la pousse des cheveux, en fait. C'est aussi utilisé pour le African Sleeping Sickness, mais dans ce cas-ci, ça a été réutilisé pour la progression des tumeurs.
Il y a aussi, en termes d'immunothérapie, on vient bloquer des récepteurs immunologiques ou activer le système immunitaire. Donc, le système immunitaire a déjà une ligne de défense contre les cellules qui sont anormales dans le corps, donc les cellules cancéreuses. Dans certains types de thérapies, on vient vraiment pallier à ce système-là, soit en activant le système immunitaire ou en aidant le système immunitaire à être plus efficace. C'est un type d'approche pour essayer de traiter les glioblastomes. Et il existe aussi des outils chirurgicaux ou des agents viraux combinés avec de la chimiothérapie. Vous avez peut-être entendu d'un essai clinique qui a débuté au neuro. On va bientôt commencer une deuxième phase. Et ça vient vraiment... C'est vraiment une approche qui vient complémentaire à la chirurgie. Je pense que je ne l'ai même pas écrit, c'est le Raman Probe. En fait, c'est un outil qui est utilisé pendant la chirurgie, donc dans la salle opératoire, pour aller bien identifier, une fois que la résection se fait, les cellules cancéreuses résiduelles dans la cavité, pour vraiment aller faire une résection encore plus complète, plus totale. S'il reste le plus grand nombre de cellules cancéreuses, il reste présentes dans les tissus, le plus grand risque qu'il y a d'avoir une récurrence de la maladie, puis une nouvelle progression de la tumeur. Donc, en allant identifier où sont les cellules résiduelles, la résection peut être plus complète. Le chirurgien peut aller vraiment chercher ces cellules résiduelles-là. Il existe aussi un autre essai clinique qu'on offre au CRU. En fait, c'est d'aller injecter un virus directement dans la cavité chirurgicale. Donc, il y a une partie qui se fait en salle opératoire. Et le virus va venir s'attacher aux cellules de la tumeur pour vraiment bien identifier et devenir comme une cible, si on veut. Par la suite, une fois que la chirurgie est terminée, le patient va débuter la prise de comprimés oraux pour... Ensuite de ça, c'est un antifongique qui va aller se lier directement aux cellules cancéreuses, là où il y a le virus, et en se combinant, va changer et devenir une chimiothérapie qui va s'attaquer aux cellules cancéreuses. Donc, il y a deux phases à cet essai clinique-là. Il y a une partie qui se fait au niveau de la chirurgie, et ensuite de ça, il y a une partie qui se fait à la maison, en post-opératoire, avec la prise de l'antifongique. Et c'est vraiment la combinaison des deux ensemble qui va se transformer en chimiothérapie pour s'attaquer aux cellules cancéreuses. Il y a aussi des essais cliniques qui sont faits soit ici au CRU ou qui vont être faits aussi au CIDLEN du CESM. Celui-ci se fait ici parce qu'il y a une composante qui est opératoire, encore une fois, et c'est avec la radiothérapie. C'est un essai clinique qui a débuté, je pense en octobre dernier, bref, à l'automne. Et c'est de la radiothérapie qui va se faire directement en salle opératoire. Donc, on sait que dans les traitements de radiothérapie, une fois que la personne a eu sa chirurgie, toute la radiothérapie qui va être administrée va passer à travers tous les tissus qui sont entre le site qu'on traite et l'extérieur de la boîte crânienne. Donc, en allant faire de la radiothérapie directement intra-op, on vient dans la cavité chirurgicale et on peut aller livrer la radiothérapie directement là où il y avait les cellules cancéreuses. Il y a déjà des études qui ont commencé à être publiées par rapport à cette approche-là et l'essai clinique continue d'être fait ici au neuro. Il y a certains essais cliniques qui ont été très populaires, qui ont mené à des traitements qui ont été commercialisés. Celui-ci n'est pas commercialisé au Canada, mais il a été approuvé aux États-Unis et au Japon, le NovoCure. En fait, celui-ci utilise un outil, un appareil qui émet un champ électrique qui va venir tuer les cellules cancéreuses. On voit que le overall survival, la survie à long terme, est un peu plus grande que le traitement standard, le STUP, qui était de 15 mois. Mais il y a quand même certains désavantages à l'utilisation d'une technique comme ça. Le patient doit porter en permanence des électrodes au niveau de la tête. Je ne sais pas si vous voyez bien sur l'image, mais c'est de se trimballer aussi avec tout l'équipement qui va avec. Donc ça, c'est un essai clinique qui a été fait, qui a mené à la commercialisation d'un traitement, juste pas ici au Canada. On voit que c'est aux États-Unis et au Japon.
Autre traitement qui a passé des essais cliniques puis qui est maintenant approuvé, le Avastin. Ça a été approuvé pour la récurrence des tumeurs, donc ce n'est pas une première ligne de traitement. Et ça va venir inhiber la vascularisation, le développement des vaisseaux sanguins au niveau de la tumeur. C'est un traitement qui est donné en deuxième ligne et c'est un médicament qui est disponible ici. Il y a aussi certains traitements qui vont utiliser de la médecine personnalisée. Il y a un essai clinique, le DCVax, qui utilisait les propres cellules du patient qui étaient prélevées pendant la chirurgie pour développer un vaccin qui était ensuite de ça donné au patient pour que le système immunitaire aille attaquer directement les cellules cancéreuses. Donc, c'est une autre approche pour venir traiter le cancer. Puis, à date, avec toutes les approches que je viens de présenter, il y a différentes avenues qui existent pour aller traiter la maladie. Donc, quand on parlait d'hétérogénéité un peu plus tôt, des types de tumeurs puis de la maladie comme telle, on voit qu'il y a différentes approches qui existent, peu importe le type de cellule qu'on va retrouver dans la tumeur. L'unité de recherche clinique, ce qu'on essaie de faire, et je pense que c'est une approche aussi qui fait partie de l'équipe clinique aussi, c'est d'essayer d'être le plus intégré avec le standard of care, le standard de traitement, pour s'assurer que les essais cliniques deviennent une option de traitement. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de travailler en proximité avec les autres professionnels qui font partie du suivi des patients. Et vous avez un exemple de l'équipe ici. C'est vraiment s'associer avec tous les médecins qui vont suivre le patient, de s'associer avec l'équipe clinique qui suit le patient sur une base régulière. Tous les mercredis, il y a un tumor board où tous les professionnels vont se rencontrer pour discuter des différents cas et l'unité de recherche clinique est présente. Nos coordonnateurs de recherche clinique sont là pour entendre parler des nouveaux cas, pour entendre parler des cas qui sont peut-être déjà connus, mais qui reviennent avec une progression de la maladie. Donc, ils sont sur le qui-vive, puis ils vont regarder qui pourrait être éligible pour quel type de traitement, parce que c'est vraiment les coordonnateurs de recherche qui sont les spécialistes des différents protocoles qu'on peut offrir pour le traitement. Et ils vont travailler avec les différents médecins traitants pour offrir les essais cliniques comme traitement. Donc, c'est les patients puis les proches aidants qui sont au centre de notre approche, avec tous les différents professionnels qui sont autour pour essayer d'offrir le maximum de traitement aux patients. L'équipe du CRU, en fait, il y a nos coordonnateurs de recherche clinique, mais il y a aussi nos infirmières qui vont suivre les patients, soit pour les prises de sang ou l'administration des différents traitements, et notre équipe de laboratoire aussi qui va gérer tous les échantillons biologiques. Souvent, les essais cliniques qui vont nécessiter une partie intraopératoire, c'est notre équipe de laboratoire qui va manipuler les échantillons, qui vont se rendre en salle d'opération, faire toutes les manipulations nécessaires avec les échantillons pour ensuite se retourner en salle opératoire avec le traitement administré. On travaille aussi conjointement avec la clinique qui se tient tous les mercredis. Donc, nos coordonnateurs de recherche vont être en clinique avec les différents professionnels. Donc, s'il y a un nouveau cas qui est vu cette journée-là en clinique, le coordonnateur pour tout de suite aller voir la personne, présenter ce serait quoi les avenues de traitement possibles, et si c'est nécessaire, s'asseoir, réviser le protocole et passer à travers le consentement là, pour être enrôlé dans l'étude. Il existe des ressources pour les patients puis les professionnels de la santé si vous voulez en savoir plus sur les essais cliniques qui existent pour les glioblastomes. De façon générale, le site Internet qui recense vraiment tous les essais cliniques, c'est clinicaltrials.gov. C'est un peu, en anglais on dit dry. C'est un site Internet qui est très factuel avec de l'information. C'est pas très beau à regarder, c'est vraiment beaucoup de texte, mais c'est vraiment l'information pertinente qui est toute centralisée en un endroit.
Si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à ce qui se fait ici au Neuro, ou si vous n'êtes pas certain, vous pouvez toujours aussi contacter quelqu'un directement. Il y a le site web du Clinical Research Unit, l'unité de recherche clinique, où il y a de l'information de façon plus générale pour les patients sur les phases d'essais cliniques. Mais si vous allez aussi dans la section études en recrutement, dépendamment du disease area qu'on couvre, il va y avoir une liste de tous les essais cliniques qui sont actifs présentement au CRU. Il y a aussi des adresses courriel directes pour que quelqu'un réponde aux questions. Et ensuite de ça, nous, en interne, on peut trier les demandes puis référer aux personnes qui sont spécialisées dans un type d'essai clinique précis. Si jamais on est au courant de d'autres essais cliniques qui se font dans d'autres centres, ce qui arrive régulièrement, à ce moment-là, on peut référer les gens, mais l'inverse se fait aussi. Donc, si les gens sont suivis dans un autre centre qui n'offre pas certains essais cliniques, mais dont la personne pense pouvoir bénéficier, il y a des références qui se font entre centres sans aucun problème. Et après ça, notre équipe peut prendre en charge le patient. Ça arrive sur une base extrêmement régulière d'avoir des patients qui arrivent soit de l'extérieur de Montréal, de l'extérieur de la province ou même de l'extérieur du pays. Il y a 2 semaines, on avait une patiente qui venait du Danemark juste pour un essai clinique en particulier. Donc, il y a vraiment des gens qui viennent ici pour l'expertise des essais cliniques qu'on met à la disposition des gens. Donc, il n'y a pas d'essai clinique miraculeux qui existe. Il y a différentes approches qui existent au traitement des tumeurs cérébrales. Avec les différentes catégories que je vous ai présentées, ça vous donne un aperçu des différentes techniques qui existent pour traiter la maladie. Dans certains cas, ça va être une approche qui va utiliser plus qu'un traitement. La façon dont les essais cliniques sont faits, c'est extrêmement important. Vous avez vu le NovoCure avec un équipement qui est très encombrant. Ça a des impacts sur la qualité de vie, ça a un impact sur la vie des patients. Certains essais cliniques sont très demandants en termes de suivi, en termes de traitement. Donc, le plus possible, si on peut organiser nos essais cliniques d'une façon qui correspond à maximiser la qualité de vie, c'est l'idéal. Et le plus de professionnels de la santé qui sont au courant des essais cliniques, de qu'est-ce que c'est un essai clinique, c'est quoi le processus, le plus vous allez être des ambassadeurs pour ces nouveaux traitements-là qui s'en viennent et pouvoir référer les patients vers les bonnes ressources pour les aiguiller par rapport aux essais cliniques. Avez-vous des questions? Oui. Sarah Richet de la Fondation Miro. La Fondation Miro, on s'occupe d'accompagner les enfants âgés de 14 ans et moins qui sont atteints d'un gliome infiltrant du tronc cérébral. Et les parents de ces enfants-là, c'est systématique, nous posent vraiment la question, y a-t-il des essais cliniques auxquels on pourrait participer, qui pourraient peut-être donner une chance à cet enfant d'avoir des meilleurs pronostics pour une demeure très sombre encore ou toujours. Oui. Est-ce qu'à votre connaissance, il existe quelque chose de nouveau pour touchant le gliome infiltrant du tronc cérébral? Ce qui est malheureux, c'est qu'ici au Neuro, on dessert une population adulte seulement. Donc, je ne suis pas la meilleure personne pour répondre à votre question, malheureusement. Toutefois, il y a des essais cliniques qui se font en centre spécialisé en pédiatrie, donc au Children's, ici à McGill, Sainte-Justine aussi. Donc, ça serait des centres spécialisés qui ont des programmes de recherche clinique avec des essais cliniques. Donc, ça serait les deux plus grands centres à Montréal qui pourraient répondre à cette question-là. Merci. De rien. D'autres questions? Que ça soit en lien avec les différentes phases des essais cliniques, les différents traitements. Oui? Quelle collaboration y a-t-il avec d'autres pays de façon privilégiée? De façon privilégiée, qu'est-ce que vous voulez dire par privilégié? Par exemple, sur la recherche avec l'intromission de virus. Mm-hmm. Il me semble, là, plusieurs années de ça, je m'excuse, là, mais quand même, c'était une pratique qui était plus courante en Russie, par exemple. Mm-hmm. Alors, je me demandais s'il y avait des... Il y a, là, je vais sortir du cadre des tumeurs cérébrales. Il y a des alliances qui existent au niveau international dans certains types de maladies. Et ces groupes-là internationaux essaient de promouvoir la standardisation des essais cliniques et de s'assurer d'offrir les essais cliniques de façon
standard, si on veut, à travers le monde, avec une représentation internationale, pas juste favoriser un pays ou l'Amérique du Nord, par exemple. Ces groupes-là vont faire face à certains défis parce que que ce soit l'Europe avec l'Union européenne, que ce soit le Canada avec Santé Canada, que ce soit les États-Unis avec la FDA, c'est pas nécessairement les mêmes regulations qui vont... donc, les compagnies pharmaceutiques, quand ils vont arriver avec leur essai clinique, n'auront pas les mêmes processus à faire pour que l'essai clinique se rende jusqu'au patient. Donc, des fois, ce n'est pas tant qu'on essaie de privilégier un pays en particulier, mais que chaque pays a sa particularité en termes d'arriver avec le protocole d'étude et de rencontrer tous les critères pour se rendre ensuite de ça jusqu'au patient avec un site qui est activé pour faire l'essai clinique. De façon statistique, on sait qu'au Canada, le nombre d'essais cliniques qui est offert à la population canadienne est en chute libre. Ça diminue beaucoup, que ce soit ici au Québec ou ailleurs au Canada. Ici, en euros, c'est une courbe inverse. Donc, on est en train d'augmenter le nombre d'essais cliniques qu'on est en train d'offrir. Donc, je ne pense pas qu'il y ait certains pays qui soient plus privilégiés, mais il y a aussi tout ce qui est normes, lois en vigueur, regulation, et aussi ce qui arrive dans le marché en général. Plus c'est compliqué pour les compagnies pharmaceutiques d'avoir accès aux patients pour pouvoir offrir le protocole d'étude, moins ils vont être intéressés à venir offrir une étude clinique dans un pays ou dans une région. D'autres questions? Oui? Le traitement avec le virus, c'est-tu un type de virus très spécifique? Probablement. Je ne suis pas l'expert au point de vue des traitements comme tels, mais oui, c'était un virus particulier qui réagissait avec la molécule qui était donnée par la suite avec les comprimés. Oui. Est-ce que le virus peut être utilisé pour d'autres genres de tumeurs cérébrales ou est-ce que c'est spécifique pour le glioblastome? C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre malheureusement. D'autres questions? Oui. Encore là, sur l'échange d'informations internationales, est-ce que nous, on se limite dans un cadre de mentalité occidentale ou est-ce qu'on va aller jusqu'à faire des échanges d'informations avec une approche orientale, par exemple, en Asie? En fait, la Chine, c'est un des pays où il y a de plus en plus d'essais cliniques qui sont offerts. Les compagnies qui vont faire les traitements sont les mêmes au point de vue international. Souvent, ça va être des compagnies qui ont des centres dans plusieurs pays. Donc, quand ils sont prêts à mettre de l'avant un protocole de recherche, ils ont tout avantage à avoir une bonne représentation dans la population en général parce qu'on sait qu'il existe des sous-types génétiques selon l'origine ethnique. Donc, d'avoir une bonne représentation de différents groupes à travers le monde, eux, ça leur permet d'établir l'efficacité du traitement. Est-ce qu'il y a un partage d'informations qui se fait? Oui, absolument. Quand il y a des essais cliniques qui sont faits, que ce soit de la recherche clinique ou des essais cliniques, il y a des publications qui vont être faites. Vous en avez vu, là, j'avais des captures d'écran de certains articles scientifiques qui ont été publiés. Une fois que c'est publié, c'est des journaux qui sont internationaux. Et la plupart des professionnels dans un domaine, ça va être sur ces publications-là qui vont se baser pour découvrir c'est quoi les nouveaux traitements, les nouvelles avenues de traitement, les médicaments. Donc, oui, il y a ce partage-là. Il y a aussi tous les réseaux, que ce soit des associations nationales, internationales. Il y a aussi des conférences qui vont se donner au point de vue international, des congrès, où les experts vont échanger sur des nouveaux traitements. Il y a souvent des panels de discussion où le seul focus, c'est vraiment d'aller voir des nouvelles approches, puis d'avoir l'opinion de différents experts qui ont été en contact avec ces nouvelles approches-là. Merci.